La rentrée scolaire a son lot de questions. Les cahiers petits ou grands carreaux, les stylos plumes ou billes. Et si finalement la question c'était cahier ou tablette? Quelle est la place des nouvelles technologies dans la salle de classe? Enseignement classique versus numérique. Si vous avez des questions, appelez-nous en direct au 0800 3x0 900. Et pour répondre à nos questions, Christophe Gallego est notre invité. Bonjour Christophe. Bonjour à tous, bonjour Célia. Alors Christophe, vous êtes enseignant détaché Canopé, donc c'est le nouveau nom du CRDP, et vous êtes chargé de mission TIS. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, entre autres choses, et pour faire le point rapidement, Canopé, c'est un établissement qui appartient au ministère de l'Éducation nationale, qui a une fonction encore d'éditeur de manuels pour le compte de la CTC, et qui aussi assume des services au bénéfice de la communauté éducative, en particulier d'accompagnement, de projets numériques et d'aide et de conseils aussi à l'équipement. D'accord. Ça c'est dit. Ça, c'est dit. Et donc, à ce titre-là, j'ai pour mission aussi d'accompagner les programmes et en particulier le plan de généralisation d'équipements pour les établissements qui sont impactés par l'arrivée de ces nouveaux matériels que sont les tablettes, Célia. Donc c'est vous qui allez gérer l'arrivée dans la salle de classe de ces technologies. Alors nouvelles, ça ne vous plaisait pas, mais en tout cas des technologies. Nouvelles non, parce que maintenant elles sont bien installées. La politique, en fait, elle vient de la part de l'État et elle est accompagnée ici, bien sûr, par les rectorats et l'équipe de la DAN. Nous, établissement Canopé, on est là plus en appui. Ouais. En appui de ces équipes-là, eux font l'implémentation du matériel et nous, on essaie d'accompagner les collègues aux usages. Alors, vous devez savoir, qu'est-ce qui est le mieux, la tablette ou le cahier? Les trois, madame, s'il vous plaît. Évidemment, et le stylo, donc. Oui, évidemment. Il n'y a pas de concurrence entre les trois, puisque l'objectif des enseignants, c'est évidemment d'essayer d'aider les élèves à surmonter les difficultés. Oui. Et bien évidemment, tous les nouveaux matériels et les apports technologiques sont là pour aider les enseignants à surmonter les difficultés qu'on rencontre. Voilà. Alors, ce sujet-là a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. On va voir quelques réactions. Le danger, ce n'est pas que l'un remplace l'autre. On est bien d'accord. Tout à fait. Le danger, si danger il y aurait, ce serait effectivement que l'un prenne le pas sur l'autre. Mais dans un usage maîtrisé des outils, au service de la pédagogie, on veille bien en principe à mettre tout ça en harmonie pour que tous les éléments viennent, comme je l'ai dit, servir les apprentissages. Alors, je ne sais pas si les personnes qui ont réagi ont des enfants. En tout cas, pour ces personnes, pour Jeff en l'occurrence, il nous dit cahier, stylo, crayon, ça ne sera pas un luxe de bien maîtriser les anciennes méthodes avant d'envisager autre chose. Qu'est-ce que vous pourriez répondre à ça? Ça me fait penser, d'abord, il faudrait définir qu'est-ce qu'on entend par ancienne méthode. Et la question, elle est délicate, surtout à l'approche des élections. Et on verra aussi, je pense, au cours des élections prochaines, la question éducative s'emparer des débats. La question du luxe aussi, si je reprends le mot luxe, on oppose souvent l'arrivée des nouveaux matériels aux méthodes anciennes qui finalement requéraient que des cahiers et des stylos, avec toute l'injonction dans les écoles de matériels innovants, mais qui ont un coût. Oui. Et finalement, cette question du coût, de la dépense, elle est prégnante, parce que c'est souvent ce qui est opposé à l'arrivée des matériels dans les établissements. Combien ça coûte? Et comme c'est de la dépense publique, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Est-ce que la rentabilité, elle est vraiment immédiate? Alors bon, il faut du temps pour la mesurer. Moi, je crois que la question du numérique, c'est pas une question nouvelle. Parce que pour les anciens tels que moi, et pas vous Célia, mais dans les années 80, je me souviens de l'enseignement du basique et du logo. Aujourd'hui, on y revient avec l'enseignement du code qui va traverser les nouveaux programmes. Donc cette question-là, elle n'est pas nouvelle. Elle n'a probablement pas été maîtrisée puisque des plans se sont succédés et qu'on en aura encore évidemment d'autres. Ouais. Mais je pense que, en tout cas, concernant le numérique, c'est aujourd'hui une question qui traverse tous les aspects de la société. Et l'école ne peut plus désormais fermer ses portes et être étanche à l'arrivée de finalement ce qui traverse la société, encore une fois. Christophe, Jeff n'est pas seul. On a vu une réaction de Jean-Marie tout à l'heure, une réaction de Karine maintenant, qui nous dit cahier, stylo, pas de portable à 8 ans. J'ai presque envie de lui dire évidemment ou pas.
Puisque les plus jeunes aujourd'hui ont déjà des téléphones portables, ça évidemment, des smartphones. D'abord, ça relève de la responsabilité des parents, évidemment, et aussi des règlements intérieurs des établissements. Bien souvent, les téléphones à l'intérieur des établissements sont interdits. Ou en tout cas, on demande aux élèves de les débrancher. Hein. Bon, après, encore une fois, si on va dans l'intérêt des solutions pédagogiques et des moyens qu'on peut apporter de nouveaux, il y a aussi matière à réfléchir à l'utilisation de ces éléments-là, que sont les smartphones, dans une démarche qui est celle de BYOD, c'est-à-dire Bring Your Own Device, pardon pour l'accent, mais apportez votre matériel pour qu'on en fasse des usages pédagogiques. Et ce serait vraiment aussi aberrant peut-être de se priver de ce type de matériel. Oui, parce que Christophe, vous nous disiez, ça a un coût, les nouvelles technologies. Donc finalement, pour un établissement, est-ce que c'est une bonne idée de faire un investissement pareil, en sachant qu'il y a de fortes chances que dans 6 mois, le matériel soit déjà obsolète? Alors, question d'obsolescence, pas vraiment, Célia, parce que les équipements mobiles individuels qu'on appelle qui sont les tablettes, en fait, peuvent faire l'objet donc de mise à jour de systèmes et donc de mise à jour aussi applicative. Donc après, on aura peut-être un matériel qui sera obsolète au niveau de la dimension d'écran offerte et des capacités de mémoire. Mais en termes d'usage, on peut accompagner le développement par les mises à jour. Alors l'idée, c'est quoi? De travailler sur des logiciels? L'idée, c'est alors effectivement que se crée donc un marché de logiciels ou de solutions applicatives que l'on pourrait utiliser et qui aurait aussi donc une validation de la part de l'Éducation nationale. Parce qu'il ne s'agit pas non plus que l'enseignement soit confié aux mains des entreprises privées. Donc c'est là aussi que Canopé de Corse intervient. Vous allez avoir le choix. Oui, mon établissement intervient, comme je vous le disais, au titre de la production de ressources éducatives, et puisque ce sont des enseignants qui sont détachés, qui donc font donc la production de ces ressources et qui est validée ensuite par les autorités hiérarchiques. Donc, pour accompagner le plan, évidemment, de généralisation de matériel, encore faut-il que derrière, il y ait aussi un plan qui fasse démarrer, décoller des start-up, qui soient à l'origine de solutions applicatives, de nouveaux logiciels, comme vous le disiez. Enfin, d'éléments qui viendront servir toutes les capacités offertes par ces nouveaux terminaux. Alors, une des préoccupations des internautes, ce sont les fautes d'orthographe. Est-ce que la tablette, finalement, ou les autres outils numériques vont accentuer le phénomène? Je ne crois pas. Je ne crois pas personnellement, et je peux assortir mon avis, mon jugement, par le récit d'expériences qui sont conduites, alors en se servant des terminaux que sont les tablettes, mais en utilisant aussi les réseaux sociaux tels que Twitter, où aujourd'hui on voit se disséminer donc, des initiatives sur la base d'utilisation de Twitter dans des situations pédagogiques, et on appelle ça donc des tweetés. Des tweetés. Oh là là. Des tweetés, donc c'est la dictée sur Twitter. Et donc la classe crée un compte et on va poster donc des éléments de la dictée et on va les récupérer donc, sur les terminaux. Donc on voit bien comment la contradiction elle est levée entre l'usage de la tablette et les méfaits ou les bienfaits. C'est un outil, encore une fois, au service des difficultés des élèves. On a Nadia, on voit une réaction de Nadia qui, elle, vous donne raison, qui dit que désormais les deux sont complémentaires et que l'écriture est loin d'être la science des ânes. Je la remercie, Nadia. Et je partage Merci, Nadia. Merci, Nadia. Alors, Christophe, vous nous avez parlé des enfants, donc on a bien compris l'univers de la salle de classe. Mais finalement, est-ce que intégrer ces outils numériques, il faut d'abord faire l'éducation des parents, voire l'éducation des professeurs, avant de penser aux élèves? Tout à fait. Quand je disais que, évidemment, le numérique traverse la société aujourd'hui, on voit combien l'impact la vie familiale, avec évidemment les enfants qui ont des smartphones donc, dès 6-8 ans, et la consommation de data sur les smartphones, la consommation de flux à travers tous les écrans. Donc, l'Éducation nationale l'a bien compris, puisque donc elle a sorti son plan de généralisation donc des tablettes donc lancé donc en 2015 et qui verra son terme en 2018 par un plan de formation de l'ensemble des enseignants. Au niveau des nouveaux programmes aussi, on voit combien la question du numérique va traverser donc, tous les nouveaux programmes. Et je reviens aussi sur la question donc, du codage en lui-même qui fera l'objet donc, d'un nouvel enseignement. Tout ça, ça appelle évidemment de la part de tous la question de la responsabilité et la question du suivi. J'entendais donc avant de rentrer en plateau, en discutant, évidemment le numérique ne va pas nous ôter à nous, parents, non plus la responsabilité de devoir suivre son élève, son enfant, oui, ça. et de l'accompagner. Après, peut-être que les supports aussi offrent des moyens de partage
via des publications sur les ENT, via des utilisations de fichiers en partage, qui permettent aussi de mieux accompagner, de mieux suivre son enfant et peut-être aussi de l'aider à lever certaines difficultés. Alors Christophe, la question qui pique, à partir de quel âge l'outil numérique? De la maternelle au baccalauréat? De la même façon que l'enseignement de la langue doit se pratiquer dès la maternelle, je considère que l'enseignement, en tout cas, doit utiliser une nouvelle fois les moyens technologiques qui sont à sa portée dès les premiers niveaux. Et j'en veux aussi pour exemple de formidables utilisations de tablettes en particulier avec les maternelles, sur des outils de création artistique, sur des éléments qui servent aussi à développer toute la capacité de ces enfants-là. En précisant de façon vraiment importante et en appuyant le trait qu'à cet âge-là, il faut évidemment manipuler. Et donc il ne s'agit pas que la tablette prenne le pas sur les moments de vie de l'élève, qui doit donc toucher, sentir, expérimenter. La tablette étant un outil, encore une fois, qui va enrichir la pratique pédagogique des enseignants. Alors, on avait une réaction de Henri qui nous dit que son fils est à Saint-Paul, qui est une école pilote, qui a adopté la tablette depuis 3 ans maintenant. Et pour lui, tout se passe bien. Il y a moins de livres à porter. Les lectures, elles sont facilitées. Enfin, en gros, il a l'air satisfait par l'outil numérique. Bon, il semblerait que l'enseignement privé l'ait compris plutôt que l'enseignement public. Mais là aussi, évidemment, c'est une question de moyens. L'enseignement public, elle est responsable des deniers publics. Et donc, c'est notre argent en commun. Quand il s'agit de l'école publique, évidemment, on fait appel en souscription aux parents, et puis il y a aussi, j'imagine, un accompagnement. Ouais. Quoi qu'il en soit, le récit ici nous montre bien... C'est ce qu'il complète, d'ailleurs. Oui, le récit nous montre bien, et l'élément suivant le complète bien aussi, oui. Il n'y a donc pas d'antinomie à l'acte éducatif et à l'usage de nouvelles technologies au sein de l'école. D'accord. Alors, quand on dit oui à l'outil numérique, même pour les plus jeunes, c'est vrai qu'il y a une certaine dextérité, facilité à se servir de l'outil qui finalement est assez intuitif. En revanche, les dangers d'Internet, ils sont quand même très nombreux. Et est-ce que c'est bien de faire rentrer ces dangers dans la salle de classe? Ce serait dangereux. Ce serait dangereux que de laisser imaginer que les outils permettent des accès Internet dans tous les sens. Lorsqu'on parle de plan de généralisation de matériel numérique, comme c'est le cas à l'heure actuelle, pour les classes de collège de 5e, il faut imaginer que ces tablettes passent d'abord par le rectorat et qu'en l'occurrence, le rectorat applique tous les filtres et systèmes de sécurité, ainsi que les applications qui auront été choisies dans le cadre de la généralisation. Donc il ne s'agit pas de laisser faire n'importe quoi, au contraire, tout est bien sécurisé, et on peut imaginer que ce plan est conduit par les autorités de l'éducation nationale, tout a été réfléchi. Donc oui à la tablette, oui à Internet avec des filtres. Oui aux usages rendus possibles par toutes les applications sur les tablettes avec des freins. Effectivement, il ne s'agit pas que l'enfant ait à sa disposition un outil pour naviguer sur le net en totale liberté. Alors, on a une réaction de Marion qui nous demande si ça n'est pas mauvais pour le développement de l'enfant. Et en plus, passer du temps sur l'écran, ça fait mal aux yeux. Je peux vous dire que passer du temps sur les écrans, ça fait mal aux yeux, effectivement. Je confirme tout à fait. Après, si on veut parler de tablettes aussi, en l'occurrence, on a des écrans qui sont rétroéclairés, on a des écrans de bonne qualité, sans faire de publicité aujourd'hui, des écrans Retina, donc d'excellente qualité. Encore une fois, il ne s'agit pas non plus d'imaginer que tout le temps scolaire va se passer en totalité sur des écrans. Il y a vraiment des temps d'usage et d'utilisation de ces éléments, matériels, qui correspondent à des intentions et qui sont induits aussi par des situations. Il ne s'agit pas, encore une fois, de rajouter de la complexité à des situations scolaires qui sont déjà complexes. Il s'agit au contraire d'essayer d'utiliser la pertinence et tout ce qui fait l'intérêt de ces éléments-là. Encore une fois, au service des élèves. Christophe, vous avez parlé de 2018, donc tous les élèves de 5e devront être équipés de tablettes ? Oui, plus précisément, le plan de généralisation qui a été décidé par la présidence de la République en 2015 voit aujourd'hui, en 2016, 17 et 18, la dotation pour les collèges en tablette à partir des classes de 5e. Comme ces 5e vont ensuite rentrer en 4e et en 3e, à l'horizon 2018, on aura pour la Corse, en tout cas pour chez nous, on aura tous les collégiens, de 6e à 3e, qui seront dotés, ce qui fera environ, je crois, 13 000 tablettes. Et la tablette reste dans la salle de classe ou on peut la tablette accompagne l'élève.
D'accord. Probablement la dernière question. Le numérique, c'est aussi un outil de suivi de l'élève, tant pour l'enseignant que pour le parent. Complètement. Là, il s'agit cette fois-ci donc du numérique au sein de l'établissement où on développe donc des environnements numériques de travail, donc ces fameux ENT, Oui. qui sont des espaces de service à la fois donc, de vie scolaire pour suivre l'élève dans son parcours et qui sont aussi des outils de partage et de transfert de fichiers entre donc, les enseignants et leurs élèves. Donc oui au numérique dans la salle de classe. Oui, dans le numérique. Merci Christophe d'avoir répondu à nos questions. Merci. Demain, à votre place, nous allons recevoir Laurine Alessandre. Elle est psychologue. Elle nous dira si oui ou non nous sommes une génération d'hyperactifs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Christophe. Et surtout, comment faire pour se déconnecter. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Si vous voulez revoir l'émission, vous pouvez vous rendre sur la plateforme pleuz.fr ou sur notre chaîne YouTube. Voilà, INSEP Vie à Stil. Je vous dis à demain, même endroit, même heure. Ciao.